Bien, nous avons beaucoup parlé de la Seine déjà, je dirais, depuis ce matin, puisque le président de la République, mais aussi différents intervenants à la table ronde précédente ont évoqué la Seine, et c'est bien normal. Paris s'est constitué autour de la Seine, et aujourd'hui nous allons parler de ses développements, peut-être en dehors de ce qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc nous allons parler évidemment de l'axe majeur. J'aurais presque envie de redéfinir la table ronde et dire le Grand Paris, jamais sans la Seine. Voilà ce que je vous propose de travailler. On va parler donc de l'axe majeur, on va parler de la vallée de la Seine, on va parler des confluences à Ivry comme à Conflans ou à Cher. On va parler évidemment du canal Seine-Nord et son articulation. On va parler du pôle Saint-Denis-Saint-Ouen. On va parler donc d'un grand sujet qui irrigue tout un territoire. Alors, je propose que nous n'avons qu'un seul élu à la table, de lui donner la parole en premier, M. Antoine Ruffnac, puis peut-être M. Grimbach, M. Fortier, M. Clouche, et terminer par M. Étienne Guyot, et évidemment, nous allons échanger. Donc, Monsieur le Ministre, c'est à vous. Merci. Vous dites que la vallée de la Seine est au cœur du projet du Grand Paris. Moi, j'observe qu'il y a 4 ans, quand le projet du Grand Paris a été lancé, certes, on parlait de la Seine, comment parler de Paris sans parler de la Seine, mais la vallée de la Seine et son débouché jusqu'au Havre n'étaient pas à l'ordre du jour. Et c'est à la suite des travaux d'Antoine Grimbach, pour l'essentiel, et repris par le président de la République, qu'on s'est dit, au fond, le Grand Paris, sans cette ouverture vers la vallée de la Seine, ne serait pas véritablement un projet d'ambition nationale. Je crois qu'en effet, cette ouverture sur la vallée de la Seine est une cause nationale, est une ambition nationale majeure pour au moins 3 raisons. La première, que Antoine Grimbach pourra développer mieux que moi, c'est de rappeler que une ville-monde, une région capitale, n'est envisageable ou ne peut se développer dans les prochaines décennies que si elle s'ouvre délibérément vers sa façade maritime. Et l'atout de Paris, l'atout de l'agglomération parisienne, de la région Île-de-France, c'est d'avoir une façade maritime assez proche, la Manche, et nous devons faire au fond ce que font beaucoup d'autres intervenants au niveau international. Je pense au Grand Londres, lancé il y a quelques années, je pense à l'ouverture de l'agglomération New York également vers sa façade maritime. C'est aussi l'ambition de Pékin qui est en train de construire un grand port, sans doute pour concurrencer le port de Shanghai. Donc le Grand Paris ne prend tout son sens que dans le cadre d'une ouverture du Paris vers la mer, vers sa façade maritime. C'est aussi la nécessité, c'est un aspect qui a été rappelé ce matin par le président de la République, la nécessité pour la France, pour notre pays, de se tourner enfin vers ces grands ports. Marseille au sud, l'ensemble, Le Havre, Rouen au nord-ouest. La mondialisation de l'économie, certains la regrettent, mais c'est un fait que l'on constate. Et la mondialisation de l'économie, ça veut dire quoi? Ça veut dire des échanges maritimes, des échanges internationaux qui se développent de plus en plus fortement. Ces échanges internationaux se font à 85 ou 90% par la voie maritime et pour l'essentiel par le biais des conteneurs. Et le port du Havre a eu la chance ou la justesse d'esprit de faire le pari du conteneur. Il y a une 40aine d'années, nous réalisons environ 60% du trafic conteneur qui se dirige vers l'Hexagone. Mais en même temps, le grand port de la France continentale, c'est Anvers. Et ça représente pour l'économie nationale une perte considérable. Les conteneurs, ce n'est pas seulement des boîtes qui vont d'un point à un autre, c'est aussi de la valeur ajoutée, de l'assemblage, du travail dans les différents entrepôts, la possibilité de créer des nouvelles usines à partir même de ce qui est réalisé dans les pays émergents. C'est par conséquent indispensable que notre pays se tourne vers ses ports, se tourne vers sa façade maritime, profitant de sa situation géographique exceptionnelle sur la péninsule européenne et considérant que la façade maritime, ce ne sont pas seulement les marins-pêcheurs, catégorie sociale importante et électeurs essentiels pour certains de nos grands élus,
Ce ne sont pas seulement les touristes, extrêmement nombreux, mais encore une fois, ce sont les ports qui sont pour la France une nécessité absolue. Et enfin, le troisième élément, et le président de la République l'a rappelé tout à l'heure, je pense que cet aménagement de la vallée de la Seine peut être une réponse à la crise. Une réponse à la crise, pourquoi? Parce que quand on est en difficulté, il faut se tourner vers des grands projets, et ce territoire de la vallée de la Seine est particulièrement bien placé. D'abord, grâce à la proximité, évidemment, du bassin francilien, grâce à son ouverture vers l'ensemble du monde, et puis en raison de cette industrialisation de la vallée de la Seine qui est déjà très forte, mais sur laquelle il faut travailler, qui a besoin sans doute de nouvelles technologies, de nouvelles activités. Il faut réfléchir à ce que sera demain l'industrie automobile, ce que sera l'industrie aéronautique qui est très importante chez nous, comment gérer la politique des déchets pour lequel le fleuve est évidemment un moyen de transport tout à fait privilégié, comment réfléchir à l'agroalimentaire. Le port de Rouen est aujourd'hui le premier port céréalier d'Europe, mais en même temps, le port de Rouen travaille un peu d'une manière coloniale, c'est-à-dire que la matière première passe par le port de Rouen, mais elle n'est pas travaillée suffisamment en amont. Ce sont tous ces défis sur lesquels nous essayons de travailler dans le cadre du commissariat général au développement de la vallée de la Seine, et s'ajoute à ça un volet développement durable, très important, qui doit être évidemment le fil conducteur de notre réflexion, un volet aménagement des paysages, on a beaucoup parlé de paysages ce matin, et la vallée de la Seine représente, comme la vallée du Rhin, une vallée d'une qualité exceptionnelle. Il faut à la fois déterminer un certain nombre de lieux pour développer de l'industrie, mais en même temps faire en sorte que cette vallée de la Seine soit un lieu touristique important, un lieu culturel important. On a aussi parlé de la culture ce matin. On voit bien que le rôle que joue la capitale dans ce domaine, mais je crois que la capitale ne jouera tout son rôle que si le volet culturel se prolonge jusqu'au Havre. Nous avons le festival de l'impressionnisme il y a 2 ans maintenant, qu'il pourrait aller de Paris jusqu'au Havre. Nous avons nous pensons à un grand projet autour de l'eau. La vallée de la Seine, l'océan sont évidemment des éléments très importants autour du thème de l'eau, donc un certain nombre de grands événements, une animation culturelle autour de l'eau. Et puis le dernier volet du travail sur lequel nous réfléchissons, et qui n'est pas le plus simple, c'est le volet de la gouvernance. Comment arriver à articuler tout ça? Alors nous pensons très fortement que, comme pour le Grand Paris, il faudra une loi, il faudra un certain nombre de règlements, il faudra sans doute réformer un certain nombre de règles d'urbanisme, notamment les règles qui sont actuellement extrêmement contraignantes pour le développement industriel, plus contraignantes sur le port du Havre qu'ils ne sont sur le port d'Anvers. Il y a donc là une réflexion à engager, et puis une réflexion à engager sur la manière dont on applique en France les directives européennes. J'ai tendance à penser, j'ai été suffisamment longtemps maire du Havre, j'ai tendance à penser qu'on applique dans notre pays les règles européennes avec beaucoup plus de vigilance que nos voisins belges ou hollandais. Et là, c'est une atteinte à la concurrence et une difficulté pour nos ports qui sont très importantes. Et puis sur la gouvernance, comment faire en sorte que, d'une part, l'État reprenne la main. Je crois que sur un dossier aussi important au plan national, il faut que l'État soit véritablement le pilote de l'opération, mais il peut être le pilote de l'opération qu'en s'appuyant sur 2 piliers essentiels, les collectivités territoriales, qui ont des compétences, qui ont des moyens financiers, qui ont une légitimité démocratique qu'on ne peut évidemment pas nier, et puis l'autre pilier qui est le pilier économique. Car si on veut faire de cette vallée de la Seine une vallée forte sur le plan du développement et du développement durable, il faudra que les grands industriels qui sont déjà installés sur notre territoire se mobilisent pour faire en sorte que la vallée de la Seine, encore une fois dans une perspective de sortie de crise, soit un territoire privilégié pour notre pays. Merci. On se souvient des mots de Bonaparte, en 1802, Paris, Rouen, Le Havre, une seule et même ville, dont la Seine et la Grande Rue. Alors ça a été l'une des bases du projet d'Antoine Grimbach, qui, s'appuyant aussi sur l'approche de Brodel, mais aussi déjà de l'ouvrier, avait ouvert ce cap vers Le Havre. Est-ce que c'est le moment de le faire? Est-ce qu'on est arrivé au bon moment pour réaliser ça?
marche, là? Ça marche? Oui, c'est bon. Oui, je ne vais pas refaire toute l'histoire du projet de Paris-Rouen-Le Havre, puisque j'ai déjà eu l'occasion de l'exposer, et j'ai conçu que cette intervention ce matin était plutôt de montrer comment on avait avancé à partir de ce grand projet qui, comme l'a rappelé Monsieur Ruffnac, c'est effectivement un grand projet d'une ambition nationale qui articule à la fois toutes les problématiques industrielles, toutes les problématiques paysagères, toutes les problématiques résidentielles, toutes les problématiques à la fois sociales, économiques et territoriales, qui pour moi sont essentielles, car je crois que s'enfermer sur simplement la tâche parisienne serait une erreur dans une réflexion mondiale sur quels sont aujourd'hui les grands territoires de mutation, que ce soit dans les pays asiatiques, que ce soit aux États-Unis, que ce soit autour du Randstad. La seule échelle à laquelle on peut aujourd'hui se poser la question d'une grande métropole durable, c'est l'échelle effectivement qui est celle de 300 km à peu près que l'on retrouve dans tous les grands pays industrialisés ou en cours de développement. Donc, si vous voulez, je ne vais pas revenir sur l'histoire de Paris-Rouen-Le Havre et cette phrase de Bonaparte sur laquelle nous avions travaillé depuis plusieurs années, et vous présenter simplement deux études que nous avons été amenés à entreprendre autour de ce grand projet de Paris-Rouen-Le Havre. La première, c'est ce qu'on appelle l'axe Seine. C'est en fait l'accroche de l'ensemble de la vallée de la Seine sur Paris. Et cette étude qui nous a été commandée par l'établissement public l'EPADESA et par l'OIN, par les PAMSA, c'est en fait une réflexion qui s'illustre par l'arrivée du canal Seine-Nord à la vallée de l'Oise, donc je vais venir, et qui est aussi une démonstration des potentiels industriels, économiques, paysagers et culturels de cette articulation entre Paris et l'ensemble de la vallée. Et la deuxième étude qui nous a été confiée par la URH et dans le cadre d'un grand projet qui a été initié par M. Ruffnac avec toutes les collectivités autour de l'estuaire, c'est un travail sur l'estuaire, surtout sur la plaine alluviale et le port. Et donc je vais vous présenter ces deux projets. Le projet de l'axe Seine, de la Défense à Nantes, il y a beaucoup de thèmes sur lesquels nous avons travaillé. Comme vous le savez, dans le cadre de la réflexion que j'avais menée sur nous avions postulé l'idée du tressage des mobilités. Aujourd'hui, voilà, c'est mieux là. Oui, pardon. Je reprends donc. Dans le cadre du projet de Paris-Rouen-Le Havre, j'avais beaucoup insisté sur le tressage des mobilités en disant qu'il faut avoir une vision systémique qui va depuis la patinette jusqu'au TGV et ne pas s'arrêter à d'autres systèmes de transport. Donc nous avons travaillé. C'est ce point-là que je voudrais mettre en lumière parce que c'est un point qui a des échos sur l'ensemble de la région parisienne et bien sûr sur tous les travaux qui sont faits actuellement par la SGP d'articuler les transports ferrés, lourds, rapides, avec toute la déclinaison des transports. Puisque sur la vallée de la Seine, avec Jean-Robert Mazot, nous avons montré qu'il y avait des nécessités absolues avec la mise en place d'Éole, qui avait desservi cette gare nouvelle, d'établir des systèmes qui permettent de diffuser les voyageurs, les habitants, jusque dans les coins les plus reculés. On avait dit à Fadela Amara, quand on l'avait rencontrée il y a très longtemps, au début, elle nous a dit, il faut que vous me fassiez quelque chose. Et on a dit, l'exclusion sociale, c'est aussi l'exclusion par l'impossibilité d'accès. Or, dans la vallée de la Seine, les grands ensembles de logements sociaux sont très souvent sur les plateaux et donc, l'idée de mettre en place des systèmes de transport qui seraient des systèmes à câbles sont un des éléments importants de l'articulation du nouveau développement
de la ligne Éole, et je pense que ça doit être aussi un élément de réflexion sur l'ensemble du grand métro parisien. Comment on va organiser l'intermodalité, comment on va aller chercher les gens dans les quartiers les plus difficiles, sachant toutes les problématiques. Donc, dans ce plan que vous voyez effectivement toute une série de traits rouges qui sont les propositions. Et les propositions de déplacement, c'est aussi les incitations au développement économique, à la création de logements sociaux pour répondre aux besoins de foncier, donc avec un regard nouveau sur l'utilisation des terrains liés à la Seine, des îles, des différents terrains industriels. C'est aussi bien sûr la mise en cohérence d'une industrie circulaire où toute la question des déchets et la question de l'énergie, on va le revoir aussi tout à l'heure, serait traitée d'une façon beaucoup plus consciente du fait qu'on ne peut pas régler les problèmes écologiques ou les problèmes de développement durable en faisant des petites écopoles et tout. L'industrie, le recyclage général et l'utilisation de toutes les techniques de la biomasse impliquent la grande échelle. C'est ce que nous avons démontré. Évidemment, dans ce territoire, nous avons particulièrement mis l'accent autour de la confluence depuis le début et sur le fait qu'effectivement, que ce soit la boucle de Chanteloup, la boucle de Saint-Germain et la boucle de l'Oise, avec l'importance de Cergy-Pontoise qui se trouve sur un autre département. Donc vous imaginez les difficultés entre pratiquement 3 départements, on pourrait dire entre les Yvelines, les Hauts-de-Seine et le Val d'Oise, qui doivent se donner la main et se réorganiser pour qu'autour de la confluence, l'arrivée du canal Seine-Nord, la mise en place du grand port que nous avons étudié à Achères, un port de 500 hectares avec une volonté absolument déterminée que ce port ne soit pas la répétition des ports traditionnels, car les ports traditionnels ont peu de tropisme sur le développement économique, on en verra quelques éléments tout à l'heure, et que ce soit vraiment un port qui ait pour charge le développement économique de l'Ouest. Grand basculement aussi de l'ensemble de la logistique sur l'Ouest parisien. Aujourd'hui, la logistique et son tropisme, c'est l'Est parisien, mais avec le renforcement des lignes ferroviaires pour le fret, grâce à la création de la ligne Paris-Normandie, grâce à l'utilisation beaucoup plus intensive du fleuve et grâce bien sûr à l'arrivée du canal Seine-Nord avec la liaison avec Anvers et Rotterdam, il y a toute une réorganisation de la logistique et de l'alimentation de Paris à partir du Havre, à partir de Rouen et qui s'articule aussi sur ce point de redistribution que sera le port d'Achères. Pardon, par ce point de distribution. Donc voilà un peu, si vous voulez, le type de travail que l'on a fait dans le cadre de cette mission. Et l'autre... Une question avant de passer à l'autre exemple. Est-ce qu'on doit comprendre qu'avec l'aménagement de ces 500 hectares, c'est quand même une des plus grandes opérations qui s'annoncent en France, Gennevilliers va disparaître, se désaffecter, se redéployer et changer de destination? Qu'est-ce que ça veut dire? Gennevilliers ne va pas du tout disparaître et les autres ports qui sont envisagés, enfin les ports existants, le port de Limay près de Mantes, le futur port que Cardo va réaliser dans la boucle de Chanteloup, chaque port va avoir sa spécificité, sa destination. Le port de Gennevilliers, j'aurais pu le montrer aussi, on l'a relié à Argenteuil, et j'ai oublié de dire aussi qu'en travaillant sur la défense, on réfléchit aussi à la mise en place de systèmes de transport à câble collectif pour lier toutes les gares, puisqu'il y a toutes les séries de gares, Philippe Schex en a parlé tout à l'heure, et ces gares, il faut pouvoir les relier. Donc on est les porteurs aussi d'un grand projet de ce développement doux et écologique que sont les transports à câble dans toutes les situations urbaines de la région parisienne. On a fait un grand projet sur l'ensemble de la région parisienne où on a à peu près une trentaine de projets potentiels souhaités par les élus. Donc il y a et même jusqu'au Havre, il y a même des hypothèses. Le deuxième travail que nous avons fait, effectivement, que nous avons poursuivi, c'est ce travail sur l'estuaire.
Les deux côtés de la Seine, comme vous le savez, c'est deux régions, deux départements, c'est une série de plusieurs communautés d'agglomération avec des logiques économiques différentes par rapport à leurs ressources. Et donc l'idée était de réfléchir sur ce grand territoire, et nous avons conçu ce grand territoire qui souffre et qui se plaint d'être un peu brimé par les mesures de protection de la nature. Et il nous est apparu qu'il y avait une intelligence à vouloir s'appuyer sur cette faiblesse et dire que peut-être que le port du Havre allait être le plus grand port mondial, qui pourrait être aussi un grand laboratoire du développement durable et de l'écologie. Donc de faire du port du Havre une vitrine d'un savoir-faire qui articule développement industriel, problème de PPRT, c'est-à-dire de risques technologiques, et protection de la nature. Et donc c'est ce travail-là que nous avons entablé et que nous avons associé à ce que aussi est un des éléments qui avait été dans la grande consultation de Paris qu'on avait commencé à initier, puisque la question était posée de qu'est-ce que c'est que la ville de l'après-Kyoto, en expliquant que l'on ne pourrait véritablement réfléchir à ces grandes transformations qu'à partir du moment où il y avait un changement de culture dans l'énergie, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les transports, dans la construction, dans les déchets. Changement de culture qui, par exemple, on a beaucoup, et j'ai été un des acteurs, de bâtir la ville sur la ville, et nous pensons qu'il faut apprendre à bâtir les ports sur le port, qu'il n'est pas question de considérer qu'un port, s'il n'a pas de foncier, ne peut pas. Donc tout un travail d'intensification du port comme producteur d'énergie, avec les énormes surfaces et les énergies, tout ce qui peut faire des grands ports, des grands producteurs d'énergie renouvelable. Et puis bien sûr, réfléchir aussi sur toutes les mobilités nouvelles que nous avons suggérées avec Jean-Robert Mazot, sur la culture de la lenteur et sur l'utilisation, bien sûr, à la fois industrielle et touristique des aéronefs, et puis de l'articulation de l'ensemble des systèmes de transport, à la fois industriels et à la fois touristiques, que l'on peut réinventer aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'il y a, si on ne fait pas ce changement de culture, si on ne pense pas aux nouvelles énergies, à l'agriculture intégrée au développement industriel, je prends un exemple, si vous voulez, en Hollande, surtout à Rotterdam, sur beaucoup de toits d'usines à l'intérieur du port de Rotterdam, eh bien, il y a un étage dans lequel on fait de la culture hors sol. Et donc ça veut dire que tout d'un coup, on dit au port du Havre, vous pouvez être aussi un grand producteur de fruits et légumes. Ben voilà un peu des types d'impertinences auxquels nous nous livrons dans le travail actuellement sur le Grand Paris. Une précision, Monsieur Ruffnack, on a parlé du pôle du développement durable. On avait un moment, Jean Nouvel avait un projet de tour au pied de sa piscine, ou qui devait s'élever plutôt au-dessus de sa piscine. Est-ce que ce projet va finalement se faire, ou il a été transformé en autre chose ? Écoutez, je ne peux pas vous donner d'assurance dans ce domaine. La piscine, elle existe d'abord. Elle est superbe, et je conseille à toutes les personnes qui ne la connaissent pas de venir s'y plonger, car c'est vraiment un lieu un peu magique. Le centre de la mer et du développement durable, que devrait réaliser également Jean Nouvel, est un projet qui est toujours à l'ordre du jour, mais je ne suis plus maire du Havre, puisque j'ai laissé ma place à un jeune élu il y a maintenant quelques mois, et celui-ci, je crois assez sagement, a décidé de reporter d'un an ou deux la décision, de façon à voir de quelle manière ce projet, qui j'espère se réalisera, puisse s'intégrer dans un ensemble d'investissements qui sont très lourds pour la ville et pour l'agglomération. Antoine voulait ajouter quelque chose ? Oui, j'ai oublié de dire, parce que je crois que Bruno va parler d'Ivry, mais que Bruno Fortier travaille au Havre, dans le port du Havre, sur la réarticulation du port avec la ville existante. Merci de m'avoir facilité la transition. Donc Bruno, double intervention là. Hein. D'abord, on va parler du Havre, et puis ensuite, si tu le veux bien, j'aimerais que tu nous parles complètement de l'autre côté, en amont de Paris, de la confluence à Ivry, autre grand projet sur le thème fluvial. Alors, le Havre, très vite. Je crois qu'il y a un paradoxe dans ce port, c'est que c'est en perspective l'un des ports les plus accueillants au monde. C'est un port en eau profonde, il y en a très peu en Europe.
Il est en meilleure position qu'Anvers et bien sûr Amsterdam sur ce plan. Et en même temps, le port de Paris, c'est Anvers, Antoine Ruffnac l'a dit, mon premier paradoxe. Le deuxième, dans l'aménagement de ce port, la relance de ce port à l'initiative d'Antoine Ruffnac et du maire actuel, c'est que plus le port du Havre se développe, et il se développe de manière très rapide aujourd'hui, plus il laisse derrière lui toutes les emprises 19e siècle. C'est-à-dire on a tout à coup, justement parce que le port est très dynamique, des kilomètres par dizaines de plans d'eau, de bassins, de magistrales de quais qui se libèrent, dont il faudrait faire une ville contemporaine, une ville du futur. Donc ça pose la question de la puissance de ce port, non seulement puissance maritime, mais puissance civile, c'est-à-dire sa liaison avec l'Europe. C'est une question qui est posée. On manque de matière, bien qu'on ait fait des choses depuis 10 ans, on manque terriblement de matière pour occuper tout à coup ces espaces qui deviennent disponibles et qui sont des espaces extraordinaires au centre d'un des premiers ports européens. D'où, à mon avis, la troisième partie de l'équation, c'est qu'il faut réfléchir dans une perspective de développement économique l'ensemble de l'affaire. Développement portuaire, mais aussi développement à l'échelle d'une région économique qui va jusqu'à Paris. Moi, je crois que tout se tient dans cette histoire. Et pour l'instant, les choses marchent très vite, très fortement pour le port. Elles marchent pour la ville, mais comme le Grand Paris. Avec quoi fabrique-t-on ces mutations puissantes ? Le container ne suffit pas au Havre, de même que le grand métro ne suffira pas à Paris. Donc on a un problème de développement économique dans lequel ces mutations urbaines doivent s'inscrire. Voilà ce que je pense, moi, à peu près, de la question du Havre, personnellement. Sinon, tout va bien. Alors, Ivry. Venons-en à Ivry. Ivry, c'est comme le Havre atypique dans le Grand Paris, c'est que le grand métro, bien sûr, il y a le RER, ligne C, la ligne 10 du métro s'arrête à Austerlitz, quartier de Tolbiac, et le grand métro passe plus loin, légitimement d'ailleurs, du côté de Vitry. Et en même temps, on est à 2 km de Notre-Dame, à un endroit qui est donc le long du périphérique. Paris est aussi le long d'Ivry, d'une certaine manière, où on avait des industries assez puissantes. On avait des verreries, on avait de la mécanique de précision, on avait de grandes imprimeries, etc. Et tout à coup, depuis 5 ans, il y a aussi beaucoup de pétrole qui arrive du Havre, il y avait la Total. Depuis 5 ans, tout ce monde-là part. Soudain, on a 200 hectares libres, tout à fait en première couronne, aux portes de Paris, en mutation. Voilà. Avec une géographie particulière, on a les voies ferrées d'un côté et la Seine de l'autre, mais tout le front d'usine ne se tournait pas vers la Seine. Donc, Pierre Gosselin, le maire, a demandé à un groupe d'architectes, Paul Chemetov, Bernard Reichen, François Leclerc, Denis Vallode et nous-mêmes, de réfléchir à ce qu'on pourrait faire sur ce site. Grosso modo, on a imaginé des choses assez simples. Je crois qu'on verra une image de François Leclerc du parc sur la Seine. La chose est la suivante, c'est tenter, autant qu'on le puisse avec l'argent qu'on a, et nous avons pour l'instant peu d'argent, de franchir la voie ferrée qui, sur 4 km, n'est franchie qu'une fois. C'est un problème entre Ivry et Ivry, il y en a un grand problème. Avec Yves-Lyon, et dans les rapports, il y a une histoire d'amour entre Paris et Ivry depuis quelque temps. Donc, Yves-Lyon n'y est pour rien, mais il est urbaniste de l'affaire. On a regardé comment améliorer les liaisons sous le périphérique, sous Masséna, de Tolbiac à Ivry, car on est au pied du quartier de Tolbiac. Et puis, comme tous ces terrains se libéraient, et qu'on n'avait plus cette ceinture face à la Seine, qui était assez belle d'ailleurs, c'était des grands bâtiments industriels assez puissants, on a imaginé retourner l'opération vers la Seine. François Leclerc notamment a imaginé de faire là un parc, le second grand parc d'Ivry, qui s'ouvrira sur la confluence, à un site magnifique, puisque c'est tout de même une confluence, c'est assez rare dans Paris. Donc voilà la substance de l'opération. Là encore, comme au Havre, tout va vite, tout va bien, avec des difficultés qui sont celles du Grand Paris, à mon avis. La première, c'est que Nathan part, Philips part, Total est parti, BHV part, etc., etc. Grâce au ciel, tous ces gens ne vont pas tous en Argentine, au Mexique ou en Chine. Il y en a qui vont à 40 km de Paris. Donc ça pose dans le Grand Paris la question de la densification. Je ne crois pas à la densification à somme nulle. Personnellement, je pense qu'un problème de densification est posé
en première et deuxième couronne, et qu'un problème d'urbanisme d'extension continue à être posé ailleurs. Ce n'est pas tout à fait la doctrine que j'ai entendue dans le Grand Paris. Moi, je pense que les deux problèmes se posent, personnellement. La deuxième chose, c'est que, perdant ces activités, on perd de l'éclectisme. C'est-à-dire qu'on va fabriquer de la densification avec un matériau qui s'appauvrit, qui est très honorable. Ce sont des logements, ce sont des bureaux, mais c'est un matériau beaucoup moins éclectique qu'il ne l'était dans la première couronne, et donc le mélange est peut-être moins intéressant, et il va falloir faire avec. Et puis la troisième chose, c'est qu'on est dans une opération de densification classique, c'est-à-dire compliquée, avec des procédures longues, avec de l'inondabilité, avec de la pollution, avec des précautions à prendre, etc. Et c'est évidemment beaucoup plus passionnant, mais aussi plus cher que de construire à 30 km de Paris. Donc la question qui se pose, c'est comment maintenir des prix de sortie, en accession par exemple, qui soient abordables dans ces opérations de densification. Vous voyez qu'on est là tout de même dans un cas assez... Je pense que ce n'est pas le seul endroit où on va rencontrer l'ensemble de ces problèmes et de ces occasions dans l'opération du Grand Paris. Alors, je voudrais qu'on revienne à la situation de confluence, la situation. On voit que le président de la République a parlé du Grand Lyon tout à l'heure, et il se trouve que le Grand Lyon, précisément, travaille sur cette question de la confluence avec un des laboratoires français les plus intéressants en termes d'urbanisme. Est-ce qu'à Ivry, on aura là les mêmes conditions, ou à Achères, par exemple? Est-ce que ces confluences-là sont de nature à créer des laboratoires, ou bien parce que là, on a l'impression qu'on a un peu un discours sur l'immobilier, sur le... est-ce qu'il y a un côté expérimental dans la confluence ou pas? Alors, je n'ai pas saisi à Lyon quel était le côté expérimental, personnellement. Je vois une opération d'urbanisme aussi. Je vois un musée, c'est formidable. La ville de Lyon a de quoi se payer un musée. C'est une opération brillante par ailleurs, mais c'est à moi de vous poser la question. Qu'est-ce qu'elle a d'expérimental sur le plan de son contenu, au-delà de la forme? Non, mais ce n'était pas pour opposer les deux choses. Si, moi j'ai envie de vous poser la question. Oui. Écoutez, non, parce que je pense que les gens attendent quelque chose sur le Grand Paris ici. Donc je faisais remarquer que la situation de confluence amenait à des nouvelles approches de l'urbanisme. C'est ça que je veux dire. Alors, avec Herzog de Meuron sur la confluence, ce que me pousser jusqu'au bout, pour le dire. On a une mutation qui est une densification. Comment avoir le même degré d'éclectisme? Ceux qui connaissent Ivry voit un paysage qui est assez sensationnel, assez pauvre, mais secoué, extraordinaire, avec des profondeurs, des impasses, des cours, des arbres, etc. Comment est-ce qu'on va arriver à maintenir la même sophistication et le même éclectisme à cet endroit? Première question. Deuxièmement, comment va-t-on faire une opération qui ne fasse pas partir toute la population qui est là et qui appelle des populations qui ne soient pas simplement celles qu'on a au centre de Paris? Voilà. Ensuite, comment, malgré tout, perdant des activités, va-t-on créer des activités nouvelles? Avec la ville de Paris, on a là un grand site SAGEP, qui est l'usine qu'a fait Dominique Perrault il y a 15 ans. Il se trouve que cette usine, toute neuve, elle ne sert plus à rien, à la SAGEP. Donc, la SAGEP, la ville de Paris et la ville d'Ivry vont faire là un centre de recherche sur l'eau. Bon. Il va falloir trouver aussi des éléments, une matière active pour cette mutation. Voilà ce qu'elle aura d'expérimental. Alors, autre chose qui n'est pas expérimentale, mais qui est une évidence, c'est de retrouver un sens de la géographie dans ce lieu. On avait en effet une confluence, plusieurs communes autour, 2 fleuves qui arrivent là, un pont très sinistre, mais très extraordinaire, qui est le Grand Pont au Câble, que vous connaissez. Paul Chemetov a travaillé un peu là-dessus, etc. Comment on va arriver à se saisir de ce matériau? Et l'opération qui n'a pas de subvention, ce n'est pas Euroméditerranée, c'est une opération courante de mutation urbaine. Quels équilibres va-t-elle dégager pour que nous puissions agir? Voilà, voilà un peu la situation. Alors on est l'arme au pied. Merci pour ces précisions. Djamel Klouch, on va repasser de l'autre côté de Paris, le long des méandres. On arrive donc là où le territoire de Saint-Denis-Saint-Ouen arrive à toucher la Seine. Et donc, c'est l'objet d'une grande reconquête, si je crois avoir bien compris le projet. Oui. Enfin, il y a 4 ans, en fait, on a contribué à cette réflexion sur le Grand Paris. Et on a fait une proposition qui était un projet qu'on avait appelé le cluster hybride.
parce qu'à l'époque, on parlait beaucoup de clusterisation, on parle beaucoup du cluster de Saclay, qui est, on pourrait dire, la fabrication d'une ville sur un plateau. Je pense qu'on va en parler cet après-midi. Et nous, on a émis la possibilité de créer des formes de clusterisation, des formes de valorisation autour de thématiques, autour de, là, donc les industries créatives, dans la ville existante. Et on avait d'ailleurs intitulé notre contribution au Grand Paris « Grand Paris stimulé ». Il me semble qu'un des enjeux du Grand Paris, c'est de trouver, de repérer les valeurs des territoires existants et de regarder de quelle façon ces valeurs potentielles sont en capacité de construire la ville de demain ou la métropole de demain. On peut faire la... donc moi aujourd'hui j'ai parlé donc de ce territoire de la création. Je vais déjà expliquer où il se trouve. Donc c'est un territoire qui prend toute pleine commune, donc c'est une agglomération. Tout à l'heure Brauzek y a fait un petit peu allusion, plus la commune de Saint-Ouen, mais comme très prochainement elle va rejoindre la communauté d'agglomération de pleine commune. On est dans un territoire relativement large. C'est un territoire qui est finalement très proche de Paris. On aurait pu d'ailleurs l'inscrire dans la première table ronde, parce qu'on est presque dans un sujet, me semble-t-il, aussi parisien, parce que c'est l'extension naturelle de Paris. Et de ce fait, il jouit d'une urbanité déjà assez présente. Il est aussi inscrit dans un corridor de développement assez important, qui est le corridor Roissy, Pleyel, La Défense, donc corridor qui va se voir renforcé notamment par les réseaux de transport et le Grand Paris Express. Donc c'est déjà aussi un corridor assez important. Et puis il est adossé à la Seine, l'île Saint-Denis est une partie importante de ce territoire. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais dire avant de parler du projet, c'est de parler un peu de la particularité de ce territoire. C'est un territoire industriel. C'était plutôt le territoire servant de la ville-centre. Toutes les industries parisiennes étaient localisées dans cette banlieue nord. Il y a eu un premier processus de désindustrialisation. Vous avez tous connu le projet Hippodamos. Il y a eu l'effet 98, Coupe du Monde, avec la construction du grand stade, avec l'aménagement des lignes TGV, la gare RERB, la gare RERD. Donc il y a eu un effet de tertiarisation, notamment sur la plaine. Mais aujourd'hui, ce territoire reste un territoire très meurtri par les infrastructures, notamment les autoroutes. Donc il y a l'autoroute A1 qui en partie a été enterrée, donc on connaît tous ce projet, donc à l'occasion toujours du plan Hippodamos. Mais il reste une limite assez dure, assez méchante, qui est l'A86. Donc l'A86, si c'est de la prospective très simple, hein, si on se met dans 15 ans, c'est le nouveau périphérique en quelque sorte. Aujourd'hui, autour de Paris, on a parlé des frontières qui étaient en train de gommer à la première table ronde. Demain, dans 10 ou 15 ans, si on ne fait rien autour de l'A86, on reconstruit un futur périphérique, et notamment là sur pleine commune. Donc ça, c'est une première coupure très dure et qui pose des véritables problèmes à ce territoire, parce qu'un certain nombre de villes-centres, comme Saint-Denis, la cathédrale, est coupé de son territoire de développement qui se passe plutôt au sud, sur la plaine. Et aujourd'hui, les liens, et je pense qu'Antoine pourra même dire un mot, parce qu'il s'occupe de Porte de Paris, il s'occupe d'un territoire qui est vraiment à l'articulation de ces infrastructures, et aujourd'hui, ça pose véritablement un problème. Deuxième infrastructure qui coupe, c'est le faisceau ferré nord, donc le faisceau est très large à ce niveau-là. Et aujourd'hui, tous les territoires qui peuvent se transformer, jouer un nouveau rôle, sont globalement localisés à l'ouest, donc vers la Seine, donc sur côté Pleyel, et vers Saint-Ouen. Donc vous connaissez tous cette grande opération des docks de Saint-Ouen. Donc voilà, donc il y a une première problématique, c'est de quelle façon les infrastructures peuvent être apprivoisées et éviter surtout, parce que je pense que c'est aussi la question que posait ce matin Patrick Brauzek, de quelle façon on évite de construire une nouvelle barrière qui est la 86, alors même que toute la
La culture de pleine commune, c'est de construire plutôt des solidarités entre le nord et le sud de l'agglomération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va donc habiter les infrastructures, qu'on va les gommer, les avaler sans les faire disparaître, bien sûr, les faire disparaître physiquement, visuellement tout au moins, mais on va mettre du programme on va densifier l'infrastructure, c'est ça qui arrive? Je pense qu'on peut faire ça, mais je pense que le débat est beaucoup plus simple que ça. C'est à un moment donné, transformer une infrastructure autoroutière, ça coûte de l'argent, ça appartient à l'État. Comme vous avez cru le comprendre ce matin, il y a des contrats de développement territoriaux qui sont en négociation et qu'à un moment donné, développer un territoire, ça nécessite de toucher à des autoroutes. Alors habiter en dessous, les densifier, on l'a proposé, mais c'est pas ça le plus cher. Le plus cher, c'est qu'à un moment donné, c'est de casser la rupture. Et casser la rupture, à un moment donné, ça coûte. Et qu'à un moment donné, il faut trouver les financements. Donc ça, c'est un sujet central dans ce projet. C'est de quelle manière l'infrastructure, on peut domestiquer cette infrastructure. Évidemment par des choses très architecturales, topologiques, intéressantes, mais y compris par du hard. Autre élément, on est dans un territoire qui est très identitaire. On est dans le 9-3, comme on dit, dans la Seine-Saint-Denis, dans un tissu industriel. Il y a du patrimoine, il y a des beaux morceaux d'architecture industrielle qui sont intéressantes, qui sont aujourd'hui, qui se cherchent des nouvelles fonctions. On est dans un territoire aussi paradoxal parce que c'est un territoire en même temps très pauvre. Tout à l'heure, on parlait des quartiers d'habitat sociaux. On va dans les quartiers de Saint-Denis, la Courneuve n'est pas très loin. Aubervilliers, il y a encore des problématiques d'habitat insalubre. Et en même temps, c'est des territoires qui deviennent de plus en plus riches parce qu'ils se sont tertiarisés de façon assez rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez tous la route pour aller vers l'aéroport, on traverse quand même une zone tertiaire qui ne fait pas encore concurrence à la Défense, mais qui devient un marché relativement important à l'échelle de l'Île-de-France. Et cette différence, aujourd'hui, elle pose question. Elle pose question. Et pour nous, enfin, ce territoire de la création ou ce projet, il est assez exemplaire, mais je veux un peu faire faire écho à certaines questions qui ont été posées ce matin. Il me semble que ce territoire-là peut être le symptôme de ce que pourrait être un projet métropolitain, parce qu'il croise énormément de questions, des questions économiques, des questions écologiques, parce que je vais parler un peu des écologies qu'on a proposées, des questions de transport, des questions de logement, des questions de solidarité, etc. Et dans une ville existante, relativement dense, où on se dit il ne faut pas grand-chose pour que quelque chose se déclenche. Donc ce schéma est assez important parce que nous, on a très vite, parce qu'évidemment, quand on travaille sur des projets comme ça, on a envie très vite, on a envie de dessiner un périmètre et dire le périmètre du projet, du cluster de la création, c'est telle chose, telle chose. Donc nous, on a tout à fait évité, c'était un peu le débat de la première table ronde où on parlait de Batignolles, et on voyait toujours des périmètres qui apparaissaient. Nous, on a toujours tendance. Moi, j'efface toujours les périmètres, même quand on a des missions par les collectivités locales, parce que la notion de périmètre, en elle, crée déjà la limite. Donc, on a proposé un peu cette lecture territoriale plutôt élargie, en disant qu'il y avait 5 écologies. L'écologie de la Seine, donc l'île Saint-Denis, les universités, parce que vous le savez qu'il y a déjà Villetaneuse, il y a déjà Saint-Denis, mais il y a bientôt surtout tout le pôle Condorcet qui va s'installer au nord de Paris. Ce qu'on a appelé l'écologie de la rue du Landy, qui est une des rues historiques de la plaine Saint-Denis, mais qui doit trouver un débouché à l'ouest, notamment dès lors que l'on trouve une solution à la coupure ferrée. Et puis tous les centres-villes, ce qu'on a appelé l'écologie un peu des centres-villes, du tourisme et des expériences. C'est-à-dire qu'il y a le centre-ville d'Aubervilliers, il y a le fort d'Aubervilliers, il y a Paris Nord-Est dont on a parlé ce matin, il y a la cathédrale de Saint-Denis, il y a l'île Saint-Denis, et il y a un territoire qui se dessine. Donc le territoire sur lequel se projette ce projet de cluster est un territoire plutôt élargi et qui évidemment va gagner énormément en accessibilité,
Donc il y a évidemment la ligne du Grand Paris, il y a la prolongation de la ligne 14 dont on a parlé déjà ce matin. Il y a déjà des lignes existantes, la ligne 13, le RER D. Donc l'idée à la fin, on pourrait dire la tête de réseau de ce projet, va se situer à Pleyel, parce que c'est à Pleyel que vont se concentrer l'arrivée de ces transports, donc au niveau de la tour, hein, donc qui était aussi un projet des années 70 un peu qui s'est arrêté, qui n'a jamais été complété. Et le projet prend, enfin disons que le point de départ pour nous de ce projet, c'est une sorte de gare-pont. On veut une gare-pont qui crée la relation entre l'Est et l'Ouest. Donc gare-pont qui relie toutes les lignes de transport existantes et celles à venir. Peut-être tout à l'heure, la Société du Grand Paris nous en dira 2 ou 3 mots. Et autour de cette gare-pont se construit un projet nouveau, mixte, créatif, où on a fait pas mal de propositions, notamment en termes d'activité. Et on a fait cette proposition de dire, en termes d'activité économique, on n'est pas dans le 100% tertiaire, on appelait ça les 30%. Imaginez des activités autres que du bureau pur, des ateliers créatifs, un peu quand on fait du logement dans les villes, les collectivités, très souvent, elles ont des règles, elles disent 30% de logement social ou 25%, enfin, ça dépend des couleurs et des politiques publiques. Mais sur l'immobilier d'entreprise, les villes n'ont pas réellement d'objectifs précis. Et il nous semble, si on veut colorer ce territoire vers un territoire plus de création et moins tertiaire qu'il n'est, on peut inventer des typologies de travail nouvelles, on peut inventer des espaces publics nouveaux, on peut inventer des mixités entre logement et activités nouvelles. Donc il y a tout un volet de notre réflexion qui est porté sur un peu cette ville substance qui est plus à même de construire des nouvelles alliances entre des programmes différents. Alors juste une question avant de passer la parole à M. Guyot. Comment Jamel Klouch s'empare de la Seine, parce qu'on a une table ronde Seine, on a bien compris que c'était un projet extrêmement complexe. Bruno Fortier nous a bien expliqué comment il tirait parti de la géographie de la confluence, mais là, comment tu agrafes ça, comment tu reconquiers absolument ces berges, qui est l'un des grands enjeux quand même du Grand Paris? C'était pas le fond de notre sujet, hein, la Seine. Il se trouve qu'on se retrouve dans une table ronde autour de la Seine, donc je vais pas vous mentir. Le fond du sujet, c'était quand même une question de transport et comment, autour du pôle Pleyel, on pouvait créer le point de départ, l'accélérateur, l'embrayeur d'un développement urbain qui, évidemment, doit chercher la Seine. Donc comment on va chercher la Seine? C'est cette gare-pont. Parce qu'aujourd'hui, la Seine, on ne peut pas y accéder parce qu'il y a une coupure ferrée de plus de 100 mètres qui empêche toute liaison, toute relation à la Seine. Donc voilà, moi je répondrai très simplement comme ça. Aujourd'hui, il y a des choses qui commencent à se mettre en place au bord de la Seine. On a parlé de la Cité du cinéma qui est en chantier. Il y a toute une série de choses. Il y a un beau patrimoine EDF qui est pas très loin. Donc il y a des projets qui se mettent en place, mais plutôt des grandes choses qui vont écrire une nouvelle histoire au bord de la Seine. Puis après, il y a tout un projet sur l'île Saint-Denis, qui est un projet qui existe, donc on n'a pas eu qui était un écoquartier sur l'île Saint-Denis. Mais pour nous, l'enjeu, c'était plutôt comment créer changer la trajectoire. La plaine Saint-Denis, elle a une lecture, on en a une lecture plutôt nord-sud, banlieue Paris, et de quelle façon le Grand Paris inverse cette lecture, on passe à une lecture est-ouest, donc de la plaine vers la Seine. C'est l'enjeu de ce projet, de ce territoire. Merci, Monsieur Étienne Guyot. Donc vous êtes le président du directoire de la Cité du Grand Paris. Donc vous avez la responsabilité de ce plan de transport aussi. Hein. Donc comment, parce que tous les architectes et urbanistes insistent toujours sur les pôles, l'intermodalité, le maillage des transports, comme a très bien expliqué Antoine Grimbach à l'échelle d'un grand territoire jusqu'au Havre. Est-ce que justement par rapport à cette question de la Seine, comment vous articulez tout ça? Je vous remercie. On a beaucoup insisté sur un projet d'aménagement du territoire, sur un projet de développement économique. Moi, je voudrais effectivement attirer l'attention sur aussi un projet de vie quotidienne par les transports. Le constat que l'on fait quand on regarde le trafic entre la Normandie et l'Île-de-France, aujourd'hui, on a un peu plus de 8 millions de voyageurs à l'année. Si rien n'est fait, en 2025, on aura un peu plus de 11 millions de voyageurs. Donc mécaniquement, on a une hausse de la demande
de transport. Et c'est parce qu'on va pouvoir créer une ligne nouvelle Paris-Normandie, rapide, que l'on va déjà permettre d'absorber davantage de trafic route au profit du fer. Et avec une ligne nouvelle Paris-Normandie, dans les projections, on passera non pas à 11 millions de voyageurs en 2025, mais à plus de 15 millions. Et c'est parce qu'on va créer une ligne nouvelle Paris-Normandie que l'on va pouvoir libérer de la place pour le fret. Aujourd'hui, les trains sont mélangés, trains de voyageurs, trains de marchandises. On va donc libérer de la place pour le fret, ce qui veut dire une offre nouvelle pour le Havre en termes de transport rapide de marchandises, qui sera non pas concurrente, mais complémentaire de l'offre que l'on va développer en boostant le trafic sur la Seine, notamment en développant le port d'Achères dans la lignée de Port de Mille. Donc on voit bien qu'on est sur un système où les modes de transport entre eux s'emboîtent, ne sont pas concurrents, mais permettent les uns aux autres de progresser. Et donc pour nous, à la Société du Grand Paris, dans le projet de double boucle, on va devoir absorber un nombre important de voyageurs, et c'est essentiellement des déplacements domicile-travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que l'on soit capable, dans l'espace et dans le temps, d'absorber ces nouveaux voyageurs qui vont arriver sur un système de transport qui leur permettra déjà de rejoindre les aéroports et les places importantes. Les aéroports, exemple, vous arriverez à Nanterre avec la ligne nouvelle Paris-Normandie. À Nanterre, vous pourrez rejoindre l'aéroport de Roissy en 30 minutes. Vous arriverez à Saint-Lazare, avec Éole, et là, vous pourrez rejoindre directement Orly en 35 minutes. En arrivant à Nanterre, vous allez retrouver le RER A, le RER E, Éole, et vous allez pouvoir également retrouver la ligne rouge du RER, la ligne de rouge du métro Grand Paris Express, qui va vous permettre d'aller vers le Bourget, vers le pôle de la Cité des Cartes à l'est, ou à l'ouest, vous pourrez rejoindre la ligne verte à Nanterre qui desservira Saclay et ensuite en passant par Versailles. Donc on voit bien que géographiquement, le lien entre la vallée de la Seine, le développement du transport ferroviaire, l'arrivée à Nanterre, Nanterre-la Défense, qui sera une des gares les plus compliquées et les plus importantes en termes d'accueil de voyageurs. On va passer de 70 000 à 140 000 voyageurs jour à horizon 2035. On voit bien donc qu'on a besoin d'organiser ces complémentarités géographiques. Dans le temps également, parce que quand vous regardez cette gare de Nanterre, eh bien, c'est d'abord Éole qui va arriver. Le projet avance bien, et puis ensuite Grand Paris, et puis il va y avoir l'arrivée de la ligne Paris-Normandie. Donc on voit bien qu'en termes de séquence de temps, on est dans des temporalités qui sont extrêmement proches et où on a besoin d'avancer en même temps. Très bien, on va peut-être passer le micro à la salle. Est-ce qu'il y aurait des questions? Madame, je vois déjà. Si on veut bien. Merci. Michel Collin, chercheur au CNRS. Pour faire bref, on a vu beaucoup de grands projets sur la vallée de la Seine depuis 20-30 ans, portés par l'État et portés particulièrement par la DATAR, par exemple, qui avait différentes appellations. Beaucoup de ces projets n'ont pas abouti. Alors, je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure. Je voudrais au contraire discuter des conditions un peu de réussite de ce grand projet. Antoine Rufenacht a utilisé un mot important qui est un mot mobilisation. Je suis sociologue, je crois que la société avance avec la mobilisation des acteurs. Alors là, nous avons en ce moment une mobilisation publique extrêmement forte. Mais ce que j'ai compris pour avoir travaillé avec la DATAR sur ces sujets, c'est que les projets n'aboutissent pas quand il n'y a pas de mobilisation des acteurs économiques. J'ai compris, par exemple, sur la vallée de la Seine, que les gens qui poussent un peu au développement économique de la vallée de la Seine sont les grands armements internationaux, par exemple, qui sont liés au port du Havre.
Et donc, j'aimerais demander à Antoine Rufta, qui connaît bien la région, les deux villes portuaires, etc., sur quels acteurs économiques cette proposition peut réussir. Je sais que vous avez beaucoup poussé à la réunion des chambres de commerce, mais les chambres de commerce ne représentent pas tous les acteurs économiques et pas particulièrement les acteurs mondiaux. Comment est-ce que ça peut prendre cette mayonnaise économique, hein, vraiment? Bon. D'autre part, je voulais juste dire un petit mot à M. Clouche et à M. Fortier. Vous avez parlé des aménagements au bord de Seine, de beaux aménagements qui vont se faire. J'entends que le BHV va partir d'Ivry. Moi, je trouve que c'est une catastrophe. C'est-à-dire que le port de Paris a fait une étude, et j'y ai un peu participé, sur la redistribution des produits des entrepôts du BHV sur le magasin du BHV par la voie fluviale. Il faut penser non seulement à des beaux objets architecturaux, de faire une belle ville, mais aussi des lieux où on va pouvoir faire de la redistribution et de l'approvisionnement des magasins du centre de Paris. Il y a eu une petite expérience qui a été faite sur le 4e d'approvisionnement en produits agricoles au mois de juin. Mais ça, c'est important pour des architectes de penser aussi à cette dimension économique aussi, et pas seulement proprement urbaine, quoi. Voilà. Merci Madame. Alors, vous avez soulevé 2 points. Monsieur Rufnac, si vous voulez bien répondre à la première question économique. Madame Collin pose une bonne question. En effet, comment mobiliser les acteurs économiques? Je crois qu'on ne peut les mobiliser qu'en les convainquant, qu'en leur expliquant et en les faisant des apôtres d'un retour sur investissement, très clairement. Nous avons rencontré naturellement les chambres de commerce et industrie, nous avons rencontré pratiquement tous les grands industriels, outrant les grands acteurs de la vallée de la Seine, et on voit bien que, par exemple, dans l'industrie automobile, par exemple, dans les activités liées à la gestion des déchets, à l'économie circulaire, sur l'agroalimentaire également, sur l'aéronautique, on voit bien qu'il y a un intérêt marqué si on parvient à faire en sorte que sur cette vallée de la Seine, à la fois le transport par la voie fluviale se renforce et s'améliore, notamment dans la perspective de la mise en service du canal Seine-Nord, et par ailleurs se développe sur le ferroviaire, et on a eu raison de rappeler que la ligne à grande vitesse Paris-Normandie était indispensable pour les voyageurs, mais essentielle pour le fret, c'est-à-dire essentielle sur le plan économique. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont gênées sur le plan de leur développement logistique du fait d'une insuffisance des transports terrestres. Donc je crois que la mise en service et la perspective que ces transports terrestres seront fortement améliorés et dans un délai relativement bref, et pour les acteurs économiques un signe de mobilisation. Et puis j'ajoute que nous avons un autre projet sur lequel Bruno Fortier a travaillé, mais avec modestie. Il n'en a pas parlé tout à l'heure, on a montré simplement une image, qui est un projet de nouvelle gare qui pourrait être réalisée à l'intérieur même du port du Havre, sur ce qu'on appelle la presqu'île de Floride, qui développerait un foncier d'une qualité et d'une ampleur tout à fait exceptionnelles. Un foncier qui serait au milieu des bassins, au milieu des eaux, et je ne suis plus maire du Havre malheureusement, mais quand je rêve, je me dis que dans 20 ou 25 ans, on se battra pour pouvoir s'installer sur ce foncier avec, M. Schex pourrait en parler mieux que moi, une nouvelle défense, mais une défense au bord de l'eau. Donc encore mieux que la défense sur le territoire de l'agglomération havraise. Bruno, tu veux répondre à madame sur Oui, l'inquiétude? Oui, c'est une inquiétude très pertinente. Des activités partent en première couronne. Ce n'est pas du tout l'opération qui les fait partir. Elles ont décidé, proprio motu, de partir. Bien. Oui. S'ajoute à ça, dans la matière urbaine qu'on manipule, le fait qu'il y a des disparitions d'un autre ordre. Si vous prenez les librairies, 60% des librairies des États-Unis ont disparu depuis 4 ans. 60%. Donc, il y a aussi toute une série de fonctions qui sont en train de se modifier ou de passer à un autre statut qu'un statut spatial. Donc, dans toutes les opérations, on a ce problème de recentrage de la matière urbaine sur des catégories très connues, qui sont le logement, qui sont les bureaux, et encore, etc., etc. Ça fait partie des difficultés.
Mais ça n'enlève pas, vous avez raison, la question de l'atteinte logistique des cœurs d'agglomération. Bon. Par exemple, une chose qui ne part pas, alors c'est très discuté, mais en tous les cas ça a tout à fait notre soutien, c'est la grande usine d'incinération du Sictom à Ivry, qui est la plus grande d'Europe, et qui permet en effet que les choses très prosaïques que sont les camions poubelles n'aillent pas à 40 km pour rechercher, etc. Elles sont proches du centre, etc. Donc tout ça ne se fait pas dans la plus grande absurdité, mais il y a des départs volontaires d'activités qui soit disparaissent, soit se relocalisent en 3e ou 4e couronne parisienne, sur des surfaces d'ailleurs beaucoup plus grandes que celles qu'elles occupent aujourd'hui, et qui sont autant d'intelligence ou d'occasion de projet qui se raréfient dans la densification de première couronne. Je constate ce phénomène, mais je comprends tout à fait qu'il faille y faire attention. Merci Bruno Fortier. On est pile à l'heure, donc on va se quitter là-dessus. On sait que c'est un... Ah, il y avait... Elle veut que je réponde. Jamel Touche. Non, mais concernant la logistique urbaine, enfin, nous, on n'a pas apporté de réponse particulière sur le site de Pleyel, mais par ailleurs, on travaille sur un site qui est à quelques centaines de mètres de là, qui s'appelle Chapelle Internationale, qui est porte de la Chapelle au niveau de Paris, où là, on travaille sur un projet de développement urbain, une opération d'aménagement mixte avec une plateforme logistique urbaine assez intéressante qui va voir le jour dans quelques années et qui donc est branchée sur le faisceau nord. Donc c'est pas, enfin c'est une vraie question que vous posez, mais en tout cas elle est intégrée sur ce territoire-là, ce grand territoire qui prend pleine commune, qui touche Paris Nord-Est, avec une plateforme logistique urbaine qui a été longue à faire sortir, mais qui aujourd'hui est partie. Il y a des investisseurs, il y a des futurs utilisateurs, et qui va fonctionner comme un peu une plateforme logistique pour la ville de Paris, qui permet de bloquer, de réutiliser ces territoires de façon mixte. Enfin, je pense que moi, je ne suis pas rentré dans le détail de notre réflexion, mais nous, on essaye de défendre un peu cette position qui est celle de dire on arrête de limer les territoires. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit opération d'urbanisme, très souvent, ça veut dire une ZAC, ça veut dire que des bâtiments neufs, du logement, des beaux immeubles de bureaux, etc. Et je pense que nous, sur ce territoire de Pleyel, Pleine Commune, Saint-Ouen, on a plutôt envie de dire qu'il y a des activités qui sont là, on a envie de les garder, que cette ville un peu bizarre, un peu mélangée, elle est aussi aujourd'hui un critère d'attractivité pour des gens qui veulent habiter, pour des activités qui veulent s'installer, et qu'on n'est pas obligé de raisonner qu'en termes de foncier. Combien de terrain on va récupérer, qu'est-ce qu'il faut démolir pour récupérer une belle assiette, pour faire une belle opération. Et c'est pour ça que nous, on a toujours parlé de stimulation, parce que pour moi, le Grand Paris, s'il ne travaille pas cette question de la transformation des territoires existants, on fera, je sais pas, 600, 700, 1000 projets de ZAC qui seront un peu des opérations où on nettoie un terrain, on fait autre chose, mais on n'a jamais travaillé la co-valorisation avec les structures existantes, avec les populations existantes, avec les morceaux de territoire existants. Merci Jamel. Donc on va arrêter là. Je ne voudrais pas qu'on se quitte sans évoquer quand même l'île Seguin, qui est quand même au cœur du Grand Paris, l'une des grandes opérations de reconversion et de reconquête. Et là, la question du fleuve est vraiment au cœur du débat. Donc voilà, Jean Nouvel n'est pas là aujourd'hui, mais je voulais quand même qu'on l'évoque dans ce grand concert. Merci à tous, merci Bruno, merci Monsieur le Ministre. Au revoir.